Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Dans la vie, il y a ceux qui pensent, ceux qui font, puis il y a les deux, ceux qui pensent et font. On parle souvent d'entrepreneuriat, notamment avec l'émergence de la Startup Nation, célèbre slogan politique en France. Pour une grande partie des esprits de la génération Y, monter son business et le faire prospérer est devenu l'ultime réussite d'une carrière professionnelle. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'entrepreneuriat, l'entrepreneur salarié ? Ce terme n'est pas de toute jeunesse car il fait son apparition pour la première fois dans les années 70. Pour faire bref, l'entrepreneuriat est un concept qui permet à une personne salariée de porter et de développer ses idées dans le but de les transformer, de sorte à ce qu'elles apportent une grande valeur à l'entreprise. Les grandes théories, c'est bien sympa, mais nous, on préfère le concret. Pour bien comprendre ce principe, on est parti à la rencontre de Senda Yazidi, entrepreneuse pour la marque Squads. Cela fait 1 an que Senda développe la marque au sein du groupe ABMI et on s'est intéressé à son histoire. Salut Senda, bienvenue dans Coulisses RH. Salut Malika, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de l'entrepreneuriat, j'aimerais te poser des questions peut-être un peu plus personnelles. Est-ce que tu es OK avec ça ? Avec grand plaisir même. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter en précisant ton prénom, ton nom, ton blaze, tes passions et ton job ? Je vais essayer de faire court. Tu verras au fur et à mesure de ce podcast que je suis très synthétique. Donc, Senda Yazidi, de mon prénom nom, aka Dr S. Beaucoup trop de passion pour des journées de 24 heures. Mais pour en citer quelques-unes, actuelles ou rémanentes, je vais dire la lecture. Je suis obsédée par Stephen King et d'autres auteurs horreur, fantastique et science-fiction. Et par la peinture, que j'ai commencé il y a 1 an et demi. J'ai commencé par méditer avec des gribouillis qui sont transformés en tableaux que j'expose aujourd'hui. Donc ça, c'est pour les passions. Concernant mon job actuel, je développe une nouvelle marque pour le groupe ABMI, centrée autour de l'humain, qui va rappeler qu'on n'est pas obligé d'être toujours bloqué dans un métier en relation avec sa formation initiale, qu'on a le droit d'être soi-même au boulot et qu'on peut être rentable tout en étant heureux et épanoui au travail. Eh ben, quel programme. Merci. On dit souvent que notre petite enfance, son environnement, forge les soft skills qui nous seront utiles une fois adultes. Quels ont été tes premiers apprentissages de ta vie ? Ceux qui t'ont été hyper utiles pour la suite. Alors, pareil, en résumé, j'ai vécu dans les hôtels pendant 20 ans. Mon père étant dans le tourisme, j'ai cohabité avec des centaines de personnes par jour, entre le staff et les clients. Donc, mon père étant devenu directeur d'hôtel, on était scrutés et surveillés au quotidien. On a aussi beaucoup déménagé, généralement pendant le 2e ou le 3e trimestre. Donc ça m'a forcé à m'adapter à n'importe quelle situation, à savoir parler et adapter mon discours en fonction de la personne que je vais avoir en face, mais surtout à contrôler mes interactions verbales et non verbales, sans oublier les différentes langues maîtrisées à force de côtoyer des nationalités différentes. Donc en résumé, je dirais le sens de l'adaptation, l'empathie et l'approche polyglotte. Et qu'est-ce que ça fait de vivre dans les hôtels ? On vit dans une prison dorée. Les gens de l'extérieur ont l'impression qu'on a une vie de rêve, qu'on a absolument tout ce dont on rêve. Accès à une piscine, un buffet illimité, des spectacles quotidiens. Ce qui est juste, mais ils oublient qu'on vit avec des gens qui sont en vacances permanentes. Ça veut dire que nous, on est obligé de se concentrer, d'avoir une vie au quotidien qui est tellement décalée par rapport à cet environnement. Moi, ma chambre, par exemple, était juste au-dessus de la boîte de nuit. Donc c'était pas toujours évident de dormir et de se réveiller le matin. D'où ton sens de la fête maintenant ? Je pense que ça influe un peu. Mais du coup c'était très décalé et assez compliqué de faire la part des choses. Surtout que ça n'a pas aidé à se faire de vrais amis quand on était petite, avec ma petite sœur. Parce qu'on s'est rendu compte avec le temps et avec du recul que la plupart étaient intéressés, soit par l'environnement, soit par les buffets, par la piscine ou autre. Mais ça forge. J'imagine. Et du coup, t'as habité dans combien de pays ? T'as déménagé combien de fois ? Oula, je compte plus le nombre de déménagements, mais en tous les cas, jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu entre la Tunisie et le Maroc. Comme je disais, généralement, on déménage en cours d'année, sinon c'est pas assez drôle. Et puis mon père choisissait pas les moments où il avait les promotions. Donc j'ai oscillé entre Tunisie et Maroc. J'ai commencé en Tunisie jusqu'à l'âge de 4 ans.
4 ans, je suis passée au Maroc, où je suis restée jusqu'à l'âge de 10 ans, repartie en Tunisie, de 10 ans à 18 ans, où j'ai dû déménager entre, je sais plus, 6 à 10 fois. 18 ans, repartie à Marrakech, plus précisément, là où j'ai intégré un lycée français, qui m'a permis, du coup, de venir en France à 20 ans, une fois mon bac en poche. C'est vrai que ça fait rêver, mais en même temps, voilà, il faut le vivre pour vraiment comprendre. Tu as l'air d'avoir été une petite rêveuse. C'était quoi ton dream job à ce moment-là? Alors, je vais dire astrophysicienne, parce que c'est la dénomination que j'ai trouvée après recherche. Disons que j'ai toujours eu les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et pour moi, c'est ce qui se rapprochait le plus, justement, de cet état d'esprit. Cette obsession de comprendre le monde et l'univers qui m'entoure, mais pas trop m'envoler. Parce que j'aime la Terre, mine de rien. Je vais pas dire encore plus que les étoiles, mais le tout dans le tout, j'ai envie de comprendre dans l'absolu ce qui se passe. Mais en commençant par ce qui m'est le plus proche, donc ce qui se passe sur Terre, mes congénères, ma famille, mes copains, mes amis, mes collègues, que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs, mais aussi ce qui se passe dans l'univers et ce qui nous permet de relativiser au quotidien et de nous remettre à notre place de petites poussières qui voguent dans le vide intersidéral. Quand tu étais enfant, en fait, tu te racontais quoi? Parce que tu dis après relecture une fois adulte, quand tu étais enfant, c'est ce que tu disais? Qu'est-ce que tu te disais en fait? En fait, je me disais pas grand-chose dans le sens où j'avais pas besoin de définir. Moi, je savais que j'aimais la physique. Dans l'absolu. Disons que j'étais la gamine chiante qui répondait toujours oui, mais pourquoi ? Qui démontait ses radios réveil, qui voulait vraiment comprendre comment tout fonctionnait à portée de main et ailleurs. Et donc, je m'étais orientée vers la physique en pensant que j'allais avoir beaucoup de réponses. Grosse surprise, j'ai eu plus de questions que de réponses, mais ça m'a permis de me rapprocher un peu plus de cette passion, en fait, de la compréhension au sens large de tout ce qui se passe. Et du coup, tu as choisi quoi comme étude ? J'ai fait le parcours long. Ça veut dire qu'une fois mon bac en poche, j'ai rejoint une université pour faire le parcours licence, master, doctorat, qui m'a permis d'être aujourd'hui docteur en nanotechnologie, matière condensée, physique des matériaux. On a parlé un peu de tes débuts dans la vie, de qu'est-ce qui t'a forgé, quels étaient tes soft skills, ce que tu avais envie de faire, les études que tu as choisies. Et puis après, il y a le monde du travail, en fait, c'est-à-dire ce qu'on a rêvé, ce qu'on a fantasmé et ce qu'on a pour de vrai. Donc comment toi, tu as vécu ton entrée dans le monde du travail ? Qu'est-ce que tu t'en es dit ? Alors moi, ça s'est fait en 2 temps. Parce que quand je suis arrivée en France, il a fallu que je travaille pour financer mes études. Donc j'ai fait un peu tous les boulots possibles et imaginables. J'ai un peu tout vendu. Mais je savais que j'allais pas faire carrière dedans. Donc ça facilitait l'approche et ça me permettait d'aller vraiment au bout de chaque expérience. Mais je t'avouerai que j'étais complètement perdue par rapport au travail que je voulais faire en tant que carrière. Dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais absolument pas les codes de ce monde-là, que mon côté un peu trop spontané peut-être, aller au bout de mes idées, ça pouvait faire peur. Et surtout, je me suis rendu compte que j'allais m'engager dans un monde qui n'avait pas forcément de place pour les docteurs, pour qui les docteurs faisaient presque peur, parce qu'ils nous voyaient comme une boîte noire. Et moi, je voulais pas me restreindre à l'académie, je voulais pas rester dans la recherche fondamentale gouvernementale. En fait, je voulais surtout m'intégrer dans une entreprise. Sauf qu'à l'époque, les entreprises étaient loin d'être prêtes. Donc c'était un peu bizarre et perturbant comme début, on va dire. Donc du coup, ce que j'entends, c'est que t'es arrivée avec plein d'idéaux et en fait, ce monde était un peu, en tout cas la France, j'imagine, un peu en retard par rapport à ce que t'imaginais et en tout cas qui n'était pas prêt à t'accueillir avec tous ces idéaux-là. Complètement. J'ai mis quasiment 1 an pour décrocher mon premier entretien. Ouais. Sans mentir, je dois encore avoir 250 CV, lettres de motivation dans la nature, qui n'ont même pas reçu de réponse. J'ai eu la chance de faire 100% de transformation, ça veut dire premier entretien, premier CDI, parce que je me suis retrouvée en face des bonnes personnes au bon moment, qui m'ont permis justement de me lancer et de commencer cette carrière, du coup, dans un univers qui n'a rien à voir avec la physique. J'ai fait un espèce de changement à 180 degrés par rapport aux attendus, mais c'était la bonne opportunité parce que ça m'a permis de faire ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour moi. Du coup, là, tu es en train de me dire que finalement, ton premier job ne correspondait pas aux études que tu avais faites, c'est ça ? Exactement. Tu peux nous en parler un peu plus ? En fait, le premier entretien que j'ai réussi à décrocher, c'était via une annonce que j'ai vue passer, qui disait littéralement « Recherche docteur pour recruter des docteurs ». Et ayant passé plus de temps que nécessaire à décrocher cet entretien, je me suis dit, si je peux éviter à d'autres personnes ou à d'autres sendas de se retrouver à ma place, banco. Et puis, un travail reste un travail, il faut commencer quelque part. Et en fait, j'étais plus que surprise de me retrouver dans un environnement qui me convenait. En fait, c'était une start-up montée par 2 docteurs pour faciliter
l'acculturation entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Donc j'ai recruté des docteurs, des PhD scientifiques, dans mes domaines d'expertise, physique, mécanique des fluides, computer science. Mais la partie que j'ai le plus appréciée, c'était de faire de la formation au niveau des écoles doctorales, que ce soit à l'université ou dans les écoles d'ingénieurs. D'une part, pour pouvoir donner les bons outils aux futurs docteurs avant leur arrivée sur le marché du travail, et d'autre part, pour les aider à traduire leurs compétences techniques et académiques pour que ça soit compris par le plus grand nombre, et notamment dans l'industrie. Ok, et je comprends bien. Après, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la transition. C'est-à-dire, c'est deux mondes complètement différents. Enfin, en tout cas, c'est deux jobs, j'imagine, complètement différents. Qu'est-ce que tu t'es raconté au moment, en fait, où tu as commencé tes premiers pas dans ce job-là? Qu'est-ce qui t'a permis de te combler, en fait? Le fait d'aider des personnes qui en ont réellement besoin. Je me suis pas vraiment posé de questions. Sur le coup, je me suis dit, je veux garder la physique en passion plutôt qu'en contrainte, parce que là, clairement, c'était en train de se transformer en contrainte. C'était une période très compliquée pour moi, le temps de recherche de job, 1 an après ma soutenance, parce que j'avais un peu en tête un scénario complètement différent. Je pensais qu'une fois mon diplôme en poche, les entreprises se bousculeraient devant ma porte pour me faire plein de propositions différentes. C'était pas du tout ça. Et c'était très compliqué de se remettre en question en se disant, j'ai quand même le plus haut diplôme qui existe, et pourtant, il n'y a personne qui veut de moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Je me suis formée à d'autres choses. J'ai suivi justement des formations pour devenir auto-entrepreneur. Je me suis engagée dans plein d'associations différentes, mais j'étais pas comblée au quotidien parce que j'avais pas atteint ce but que de commencer carrière dans un univers qui me convenait. Et le fait de pouvoir aider des gens, ça a complètement effacé ce sentiment d'inutilité et de se dire, ouais, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Au contraire, j'avais pas fait tout ça pour rien. J'allais pouvoir servir à d'autres docteurs qui se sentaient aussi paumés, aussi perdus que moi, à trouver leur voie, à leur dire, c'est pas de votre faute, le monde est peut-être pas encore prêt, mais on peut faire bouger les choses, faire bouger les lignes et juste faire avancer le schmilblick en aidant le maximum de docteurs possible à trouver leur voie et leur place dans les entreprises. Ok, c'est une bonne transition pour ma prochaine question. C'est quoi ton rapport avec ta carrière pro? Ça représente quoi pour toi, en tout cas aujourd'hui? Au début, je pensais vraiment qu'il n'y avait qu'à travers le travail que je pourrais m'épanouir, que j'avais fait de longues études pour un but bien particulier, que c'était la raison de ma vie, entre guillemets. Mais aujourd'hui, avec du recul, je considère que ça fait partie d'un équilibre qui me permet justement d'évoluer et de m'accomplir en plus de mes passions au quotidien. Je veux pouvoir montrer que si moi j'y arrive, tout le monde le peut. Parce que la pauvre petite Tunisienne paumée qui est venue toute seule en France pour faire ses études supérieures et qui se retrouve non seulement docteur en physique, mais directrice d'une business unit dans une boîte d'ingénierie, c'est bien que tout le monde peut y arriver. Du coup, si on arrive à se donner les moyens, à être convaincu par ce qu'on veut faire, généralement, ça se passe. Et donc, en quelques mots, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la carrière? Alors, j'ai pas forcément d'adjectif pour qualifier ce rapport. Je dirais juste que j'ai la chance d'avoir trouvé un projet qui me convenait à tout bout de champ. Vraiment, sur tous les points qu'on pourrait évoquer par rapport à une carrière professionnelle. Que j'ai eu la chance de trouver un environnement non seulement qui me permettait d'être pleinement moi-même, mais qui me poussait au contraire à être moi-même, à faire appel autant à ma folie qu'à mon imagination et à toutes les facettes de Senda qui ont pu exister jusqu'à aujourd'hui. D'utiliser toutes les expériences que j'ai pu avoir pour pouvoir non seulement aider d'autres personnes, mais mettre en place une alternative au monde du travail d'aujourd'hui, à la façon de travailler, et de montrer aux gens que oui, on peut être heureux en allant au travail, sans croire qu'on vit dans un monde de bisounours, se dire oui, on est non seulement content de rejoindre des collègues qu'on apprécie, mais surtout d'avoir des missions qui ont du sens au quotidien et qui nous permettent de grandir soi-même en faisant grandir les autres. Ok, je comprends. Donc comme quoi, en fait, ce que tu pensais être vrai il y a quelques années quand tu as ton doctorat, s'est révélé pas être faux. Si tu devais remonter dans le passé et retrouver la petite Senda que tu étais, tu lui dirais quoi? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Alors, navré pour cette réponse, mais j'ai pas besoin de remonter dans le temps, puisque la petite fille que j'ai été, je l'ai toujours avec moi au quotidien. C'est même ses rêves et ses aspirations à elle, de toujours, qui m'aident à prendre des décisions, à me positionner sur les différents projets, avec un seul mot d'ordre, s'amuser. Et du coup, je suis obligée de m'éclater à tous les niveaux, sinon elle me le rappelle et crois-moi, je passe un très mauvais quart d'heure. L'objet de l'échange, c'est aussi parler d'entrepreneuriat. Est-ce que, avant ton aventure Squads, l'entrepreneuriat, ça te parlait ou pas? Alors j'ai toujours plus ou moins été attirée par le monde de l'entrepreneuriat, mais je me sentais jamais encore prête à sauter le pas. De par, je crois, les idées fausses véhiculées, que ce soit dans le monde académique, mais aussi plus généralement dans le monde du travail, concernant les compétences nécessaires pour devenir entrepreneur. Ce qui fait que pour moi, l'aventure Squads m'a semblé être vraiment le bon compromis pour pouvoir mettre un premier pied dedans et commencer vraiment à monter en compétences et me lancer.
En fait, en ayant cette espèce de filet de sécurité, je suis quand même salariée, mais on me donne l'opportunité de m'exprimer, d'éprouver mes idées, de faire pas mal de propositions au quotidien. Et ça a tenu ses promesses jusqu'à aujourd'hui. Justement, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Squads? Comment c'est arrivé tout ça en fait? Ça a commencé par la rencontre d'Adrien Desportes. Adrien Desportes, qui est fondateur et CEO de Ayrton, comme tu le sais, qui m'a posé une question en apparence simple, qui m'a dit « Est-ce que tu as peur de la feuille blanche ?» Et instinctivement, j'ai répondu « Donne-moi un cahier, ça ira plus vite. » Donc, il m'a expliqué sa vision, que ce soit pour Squads ou cette posture-là, et j'ai accroché instantanément. Il me demandait de faire appel à toutes mes facettes, comme j'expliquais avant, à toutes les aventures que j'avais eues jusqu'à ce moment de rencontre, à toutes les expériences professionnelle mais aussi personnelle, du coup à toutes ces qualités / défauts que j'avais pour pouvoir proposer réellement un environnement professionnel où moi on me demandait littéralement d'être moi-même, où j'allais pouvoir proposer à d'autres collaborateurs d'être pleinement eux-mêmes, de faire appel à leurs envies, à leurs aspirations, à leur imagination pour pouvoir proposer quelque chose de nouveau, pour sortir des sentiers battus et pour prouver que oui, la différence est possible, c'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais, et qu'on pouvait avoir une alternative à la façon dont on voyait le travail aujourd'hui. Et du coup, émotionnellement, tu as accueilli comment cette proposition? Parce que entre l'annonce à laquelle tu as répondu et puis la réelle proposition au bout, toi, tu l'as accueilli comment en fait quand l'opportunité est arrivée? Le contre-coup était violent. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis rentrée chez moi et que je me suis posée toute seule, je me suis dit c'est trop beau pour être vrai. C'est littéralement ce que je recherche depuis que j'ai commencé non seulement à travailler, mais être un peu consciente et de me dire oui en fait c'est dans ce genre d'environnement que je veux évoluer. Et là on me le proposait littéralement sur un plateau. Donc je cherchais le hic, il y avait quelque chose qui coinçait. Et en creusant en fait j'ai découvert la culture de Ayrton. J'ai découvert Malika surtout, qui grâce à elle a pu se faire cette première rencontre avec Adrien, parce que ce que j'ai oublié de souligner, c'est qu'à la base, je m'étais positionnée sur un poste de chargée de recrutement chez Ayrton, que ça a failli ne pas se faire parce que Malika, très professionnelle, tu m'avais demandé un CV que je n'avais pas, parce que depuis le début de ma carrière, je m'étais fait chasser sur LinkedIn, donc je t'avais proposé mon profil, et je peux comprendre que c'était une approche un peu, pas dire complètement pas conventionnelle, et je suis ravie que tu aies su passer outre cette approche non conventionnelle pour proposer quand même mon profil à Adrien, qui a donné lieu donc à cette aventure et à toute cette suite. Justement, je me rappelle très bien de la lecture de ton profil LinkedIn. Ce qui m'avait interpellée, c'est justement qu'il était atypique et qu'il avait, que tu as un pied dans le domaine scientifique. Et c'est pas courant, en fait, dans ce genre de profil, en tout cas qui postule à un poste de recrutement. Du coup, on parle de Squads depuis tout à l'heure, mais en fait, qu'est-ce que c'est Squads? Assez brièvement, Squads est une alternative à la prestation de service telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, le nom complet, c'est Squads by ABMI, puisque c'est une nouvelle marque du groupe ABMI, une nouvelle offre pour le moment, basée sur les métiers phares de Ayrton, à savoir IoT au sens large, mais aussi électronique et mécatronique, en assistance technique. Là où Ayrton travaille en projet, Squads met à disposition des experts soit directement chez les clients, soit sous format plateau dans les locaux de Ayrton et d'ABMI. Ça, c'est en résumé Squads. Pour aller un peu plus loin, on va dire qu'avec Squads, on veut vraiment proposer une nouvelle approche de l'assistance technique. Et ça commence par 2 piliers. Le premier étant la création d'une vraie communauté de pairs via l'accompagnement de nos squadders qui seront soutenus par les experts de notre business unit Ayrton. Et d'autre part, alors là je vais commencer à dérouler, faut savoir m'arrêter parce que c'est mon petit bébé et j'ai du mal. Mais disons qu'il y a encore beaucoup de choses que je comprends pas, donc j'essaie de proposer des alternatives qui m'aident moi à comprendre le monde qui m'entoure et donc faciliter les choses aux gens. Donc première chose que je comprends pas, c'est comment on peut juger quelqu'un sur la base d'une feuille A4. Un CV, c'est très bien, on y retrouve les expériences professionnelles, mais aussi la formation et depuis peu les soft skills. Mais on va pas se le cacher, apparemment on les a tous à peu près pareils, à savoir on est tous adaptables, enthousiastes et surtout bienveillants. Donc pour dépasser cette approche-là, j'ai mis en place des outils dont la méthode TMA pour Talent Management Assessment qui permet non seulement de prendre en compte les soft skills, en plus des compétences techniques pour chaque potentiel, donc qui permet d'avoir une réelle adéquation entre le squadder et la culture d'entreprise du client chez qui il va aller, mais qui me donne surtout à moi la possibilité d'identifier quel est son type de management particulier, quel est son style d'apprentissage, quel est l'environnement dans lequel il va s'épanouir, et au final faire du sur-mesure en fonction de la personne pour pouvoir lui offrir la meilleure expérience possible pendant le temps que durera son aventure chez Squads. Ça, c'est la première chose que je comprenais pas, du coup, à laquelle j'essayais de répondre. Donc, au final, nos squadders vont intervenir que sur des missions qui vont être en accord avec leurs valeurs dans un environnement qui leur permet de s'épanouir et de concrètement monter en compétences.
La deuxième chose que je comprends pas, c'est pourquoi on fait 2 poids de mesure entre les clients et les consultants. Moi, je comprends pas pourquoi, parce que je sais que j'ai autant besoin des uns que des autres. Si j'ai pas de consultant, je peux pas répondre aux besoins de mes clients. Mais si j'ai pas de clients, je peux pas trouver de mission à mes consultants et les faire monter en compétences et s'épanouir. Ce qui fait que ce qu'il faut vraiment garder en tête par rapport à Squads, c'est que on est centré autant sur les besoins de nos clients que sur les besoins de nos squadders, qui prennent part au projet interne innovant d'ABMI et de Ayrton, en plus de leur mission donc chez les clients. On met en place des formations auxquelles ils vont avoir accès pour avoir cette montée en compétences. Et surtout, ils vont être en contact direct avec les clients. Ils sont plus isolés tout seuls chez les clients, non. Ils font partie d'une équipe qui est Squads, d'une plus grande équipe qui est Ayrton et qui est le grand frère de Squads, et à plus grande échelle du groupe ABMI qui va aider justement avec soit les projets innovants, soit la mise en place de matériel ou de moyens pour pouvoir arriver à nos fins. Si je peux finir sur la définition de Squads, c'est vraiment un seul objectif, c'est de remettre l'humain au centre des projets. C'est une aventure qui débute, qui a maintenant quelques mois. Quelles sont les premières briques que tu as choisies pour monter ce projet ? Alors pour se lancer, il a fallu déjà avoir une identité claire et reconnaissable, mettre en avant les valeurs et les attendus derrière justement cette nouvelle marque. Donc choisir des couleurs qui transmettaient un peu ce message, un logo qui expliquait que les possibilités de collaboration étaient infinies, avec justement le magnifique infini qui se retrouve dans le logo de Squads, qui n'a rien à voir avec Meta ou d'autres marques plus ou moins connues qui l'utilisent aujourd'hui. C'est vraiment une utilisation réfléchie pour, dès le premier rapport et la première approche de cette marque-là, comprendre que oui, on peut tous aider à faire bouger le schmilblick. On n'est pas obligé de rester dans ces cases prédéfinies par je ne sais qui nous oblige à rester dedans. Non, l'infini est bon, est beau et nous permet justement de nous réinventer au quotidien. Donc c'était la première brique qui était très importante pour moi à mettre en place. Les valeurs, le logo, la charte graphique, mais aussi l'ADN qu'on voulait transmettre. Et surtout rappeler que moi et les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui ne croyons pas en la loyauté d'hier. Ça veut dire que je ne vais pas recruter des personnes que je veux bloquer ad vitam aeternam chez Squads. Au contraire, je veux que ça soit un passage qui leur permette de repartir avec le meilleur bagage possible. Une fois qu'ils auront décidé que l'aventure touche à sa fin ou que c'est le moment d'aller découvrir d'autres horizons, mais qu'ils repartent en se disant je repars avec tout ça qui va me permettre de me projeter encore plus loin ou de me positionner différemment qu'avant de rejoindre Squads. Tu parlais de valeurs et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les valeurs ? Bien sûr, il a fallu en choisir quelques-unes, à mettre noir sur blanc. Mais avant de parler de valeurs, c'est surtout une phrase qui est notamment utilisée par la méthode TMA et qui justifie aussi mon attachement à cette méthode-là, qui dit que c'est lorsque les gens travaillent au plus près de leur vraie nature qu'ils sont le plus motivés, efficaces et brillants. Et je ne peux pas être encore plus d'accord avec cette phrase que je m'applique à moi-même et que j'essaie de transmettre aussi à mes collaborateurs. Donc en termes de valeurs qu'on a mis en place et qu'on voudrait véhiculer, ça va être l'expertise et l'innovation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un environnement technique, on est entouré d'experts et on propose justement les services de ces experts. Donc gardez en tête que nos squadders sont des experts métiers et qui sont motivés par l'innovation. L'excellence, parce que justement nos squadders sont au plus près de leurs vraies valeurs, qui sont vraiment enthousiastes et motivés au quotidien et ça leur permet d'atteindre cette excellence le plus souvent possible parce qu'ils vont choisir leur mission, ce qui leur permet non seulement d'être efficaces mais surtout efficients en toutes circonstances. L'intégrité, ce qui est une valeur très importante pour moi et que je retrouve aussi dans mes collaborateurs directs parce qu'on va respecter les valeurs et les règles d'usage non seulement dues à la position mais aussi chez les clients, que ce soit en interne chez nous mais chez les clients, qui permet d'avoir cette base de confiance sur laquelle on va vraiment construire quelque chose de pérenne. On est centré sur l'humain, donc on va dire l'authenticité aussi. Nos squadders ne sont pas juste des compétences ou des expériences, ce sont des personnalités diverses, axées sur l'excellence, l'expertise, la passion, mais surtout le plaisir d'accomplir des missions dans les meilleures conditions, comme je disais en interne et chez les clients. Et enfin, mais je l'ai même cité avant, la passion. La passion qui est vraiment le cœur de Squads, parce qu'on est des passionnés. Comme je l'ai dit, j'avais pas besoin de remonter dans le temps pour faire appel à cette petite fille, elle est là. Et elle est passionnée. Et elle ne me permet pas de faire autre chose si je ne suis pas convaincue jusqu'au bout par ce que je fais. Et pour moi, c'est la définition même de la passion. Donc on essaie de s'entourer de personnes passionnées qui vont nous apporter à nous autant qu'on va leur apporter. Parce que le but, à la fin de la journée, c'est de grandir, mais de faire grandir avec soi. Donner autant que recevoir. Absolument. En quoi Squads fera la différence pour les personnes qui croiseront sa route ? Dans l'absolu, je dirais que ça serait l'illustration parfaite de Impossible is nothing. Traduit en français, ça fait moins classe. Je dirais surtout, et désolé c'est encore en anglais, mais They didn't know it was impossible, so they did it. C'est-à-dire ne pas se mettre de barrières avant de commencer,
Puisqu'on se rend compte à la fin de la journée que la plupart du temps, on est nos propres limites, on se met des limites que d'autres personnes ne font que renforcer et fortifier. Donc si on part du principe qu'on ne sait pas si c'est possible ou pas et on veut juste tenter le coup, généralement ça marche. Et pour le coup, ça sera des ambassadeurs d'une nouvelle façon de travailler, les pionniers de l'alternative, j'ai envie de dire. Pour l'instant, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Oh oui, et c'est ce qui nous motive en disant qu'on va vraiment dans le bon sens et que le marché en avait besoin. Notamment sortir du fonctionnement traditionnel qui dit qu'on a toujours fait comme ça, du coup je vois pas pourquoi on va changer. Ça c'est l'une des plus grandes difficultés. Expliquer aussi la plus-value, le retour sur investissement, d'avoir autant de différences de fonctionnement, d'investir autant, que ce soit en termes d'énergie, de temps, de communication, de marketing, qui sont quand même deux sujets encore grandement méconnus, dont on pense pouvoir se passer et que c'est vraiment juste des caprices de personnes qui veulent se faire voir ou faire des choses jolies sur des réseaux tels que LinkedIn ou autres, que non, en fait, c'est une base nécessaire pour pouvoir avoir justement des fondations solides, pas juste parler marque employeur pour se faire mousser, mais vivre marque employeur. Et du coup, ça, c'était assez compliqué au début d'expliquer l'intérêt de commencer plutôt par ces points-là que de se lancer directement sur du recrutement ou de l'approche client. Parce que, ok, je veux bien recruter, je veux bien approcher des clients, mais pour leur dire quoi ? Pour leur montrer quoi ? Quelle est ma différence et pourquoi j'existe, outre la raison d'être, la façon dont on va le faire et en quoi ça va leur servir. En quoi je suis différente de ce que les autres entreprises proposent comme service. Et pourquoi le client aura tout intérêt à nous suivre nous, plutôt que juste de se laisser porter par ce courant de « on a toujours fait comme ça ». Donner du sens en fait, tout simplement. Clairement. Du coup, c'est quoi tes moments de kiff en fait ? Les moments que tu as le plus kiffé ou que tu kiffes le plus dans cette aventure ? Les échanges avec les personnes. Que ce soit avec les candidats, où je leur explique vraiment mon approche, la base de Squads et ce qui les attend s'ils me rejoignent, que le fait de convaincre les clients par justement cette approche-là, en quoi c'est différent et pourquoi ils veulent me rejoindre et pourquoi ça va leur changer leur quotidien. Donc que ce soit la galère et là où je rame des fois pour les convaincre, trouver les bons arguments et surtout mettre en avant ce qui va les intéresser, ou passer vraiment du temps avec ces candidats que je vois passionnés en face de moi, qui vont se retrouver dans le discours que je leur donne, qui vont comprendre que je ne vends pas du rêve, que je vends de la différence et qu'il n'y aura pas tant de différence que ça entre ce que je dis et la réalité quand ils vont me rejoindre. Émotionnellement, ça se passe comment quand on est intrapreneuse ? Roller coaster, c'est des montagnes russes. Beaucoup d'efforts, pas toujours des résultats. Mais quand ça marche, ça prouve que ça vaut carrément le coup. Du coup, beaucoup d'émotions contradictoires au quotidien. Mais c'est très, très enrichissant. Parce que ça prouve que dans la vie, oui, le tout, c'est pas d'avoir cette espèce d'équilibre monotone qui enlève en fait toute émotion, que ce soit bonne ou mauvaise. Mais c'est vraiment ces hauts et ces bas. Par exemple, les bas qui justifient les hauts. Et les hauts qui te permettent de te donner à fond, même quand ça marche pas. Donc oui, montagne russe. T'en es où aujourd'hui avec Squads ? Squads se porte très bien aujourd'hui, porté par son grand frère Ayrton. Aujourd'hui, on est sur un projet très enrichissant qui fait de Squads un incubateur de talents, qui permet à des potentiels de monter en compétences via des missions chez les clients, qui les enthousiasment, avec des formations tout au long de ces missions-là, et de l'aventure Squads, avec un coaching et un accompagnement au quotidien aussi. Parce que, et si j'ai omis de le dire, je suis certifiée TMA, donc coach, je suis en capacité de les accompagner, avec à la clé la possibilité soit de rejoindre Ayrton en interne ou le client aussi. Donc vraiment une nouvelle proposition par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et tu recherches quel type de profil aujourd'hui ? On reste toujours dans l'IoT, mais avec le projet actuel qui est le projet phare sur lequel on concentre tous nos efforts, on recherche des développeurs en cloud, notamment back-end pour cette mission, mais on s'ouvre plus ou moins à tous les profils cloud. Pas que des expérimentés plus, ça veut dire qu'on considère les profils à partir de 3 ans d'expérience, avec les bonnes technos bien évidemment, mais on ne se ferme pas de porte. On a l'offre qui est publiquement publiée et qui permet justement d'avoir tous les détails non seulement de la mission, mais aussi de la posture de Squads et de l'opportunité que ces personnes pourront avoir en intégrant ce projet. Du coup, quelles sont tes ambitions futures pour Squads ? Que ça soit vraiment une alternative à la prestation de service comme on l'a toujours connue. Montrer qu'on peut s'épanouir dans un quotidien fait de missions qui font vibrer. Évoluer dans un environnement agréable dans lequel on se sent à sa place, tout en étant rentable et ne plus jamais s'enfermer dans une situation parce qu'on a toujours fait comme ça. On l'a entendu plusieurs fois. C'est quelque chose qui me hérisse le poil à chaque fois que je l'entends. Et malheureusement, je l'entends encore trop souvent parce que les gens sont par définition réfractaires au changement. On a peur de l'inconnu.
On a peur de se lancer quand la situation dans laquelle on se trouve est confortable, d'où le terme sortir de sa zone de confort. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile. Je dis pas qu'il suffit de claquer des doigts pour pouvoir y arriver, mais quand on se dit que oui, en fait, on va se donner les moyens de découvrir autre chose, que dans la nouveauté, il peut y avoir quelque chose d'encore plus stimulant, et que même si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Faut pas vivre l'échec comme une finalité en soi, mais plutôt comme un espèce de tremplin qui permet de découvrir d'autres situations auxquelles on n'aurait jamais eu accès sans cette espèce de courage ou cette bravoure qui nous pousse à ouvrir des portes sans savoir ce qui se cache derrière. Et au final, c'est ce qui nous permet de grandir et surtout de faire plaisir aux petits enfants qui sont quand même toujours en nous. Ok, et on parlait d'ambition de Squads. Est-ce que tu dirais que les ambitions de Squads sont finalement les tiennes ? Quasiment, oui. Quasiment, et c'est l'avantage que j'ai aujourd'hui à faire partie de cette aventure, à être complètement intégrée dans cet environnement et avoir la chance d'avoir Ayrton comme grand frère. Parce que clairement, mes ambitions à moi, c'est bien évidemment continuer à apprendre. Je veux dire, j'ai commencé par la physique, je suis tombée dans le recrutement. J'ai eu un passage par Sanofi où j'ai recruté pour l'industrie pharmaceutique pendant la pandémie. J'ai découvert l'industrie Auvergne-Rhône-Alpes et aujourd'hui, je suis dans l'IoT, électronique et mécatronique. Donc, hâte de découvrir mon prochain défi et en quoi le challenge de demain va consister. Ça fait rêver. Et du coup, on en est à la dernière question. T'aimerais que l'on retienne quoi de cet échange ? J'aurais bien voulu le dire en français, mais juste que she believed she could do it, so she did it. Aussi simple que ça. Merci beaucoup, Senda. Merci à toi, Malika. À bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ce moment avec Senda et moi. Vous l'aurez compris, une aventure intrapreneuriale n'est pas de tout repos, et chaque histoire est avant tout le reflet de celui ou de celle qui porte le projet. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.